Je parlais tout à l'heure des conditions de félicité de la vie collective. Bon, conditions de félicité, c'est un concept qu'utilisent les linguistes euh, pour désigner les conditions les plus favorables de la communication, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de bruit extérieur, lorsque les gens utilisent des termes qui sont mutuellement compréhensibles, et ainsi de suite. Bon. Je détourne un petit peu cette expression de conditions de félicité et en utilisant un petit peu le sens premier de félicité, c'est-à-dire finalement de bonheur ou de contentement. Et ces conditions de félicité sont théoriquement liées à un autre concept que j'ai développé, qui est un concept très simple aussi. J'utilise finalement des concepts simples dans un langage simple, parce que je ne crois absolument pas à ce langage pseudo-savant du latin de cuisine, etc., ou de néologismes permanents qui font que celui qui parle n'est jamais compris, en fin de compte. Mais soit son statut d'intellectuel supérieur, bien sûr. Donc, cet autre concept est celui de lien faible. Alors j'adore ça, c'est vraiment un de mes concepts favoris là. C'est un sociologue qui s'appelle Granovetter, un sociologue américain, c'est un type très très astucieux, qui avait démontré que des liens, disons, très très forts entre, par exemple, membres de la même famille, ou mari et femme, ou parents et enfants, etc., ou entre amis très proches, qu'il appelait des liens forts, n'étaient pas les seuls liens importants dans la société, que des liens faibles, c'est-à-dire avec des simples accointances, ou des gens qu'on connaît plus ou moins de vue, qu'on rencontre dans la rue, qui sont des liens de connaissance, mais sans grande force ou permanence, sont très importants, parce que c'est par ces liens-là que se répandent notamment les rumeurs. C'est des liens donc, qui ouvrent sur des réseaux très étendus. Dans la famille, les choses restent dans une petite clique fermée sur elle-même. Et ce que là, c'est dans Et aussi, bien entendu, les épidémies. Par exemple, le sida se répand par les liens faibles. C'est-à-dire qu'il ne se répand pas par des liens entre mari et femme, mais entre donc, partenaires sexuels occasionnels, de gens qui ont one night stand, etc. Donc les liens faibles jouent dans la société un rôle très très important. Bon, alors j'ai utilisé cette notion de lien faible, mais je lui ai donné un sens légèrement différent. Je considère qu'un lien faible est d'abord un lien qui est impermanent, et qui est pensé comme impermanent. C'est un lien concret de personne à personne, sûrement adiadique, et c'est un lien qui n'a pas besoin d'être sanctionné par une autorité tierce. Bon. Tandis qu'évidemment, les liens que j'appelle forts sont des liens institutionnels, sanctionnés par une autorité tierce, et qui sont pensés comme permanents, voire éternels. Bon. La différence qu'il y a entre le mariage et l'amour, de deux personnes, l'une pour l'autre, c'est que le mariage est pensé comme un lien éternel, sacré, sanctionné soit par l'État, c'est-à-dire monsieur le maire, soit par Dieu, c'est-à-dire monsieur le curé, ou batteur. Voilà. Tandis que le mariage, ou l'attirance, l'amour pour deux personnes l'une pour l'autre, ne demande pas de sanction, d'autorisation à une autorité tierce, et surtout sont des liens temporaires. Ça ne veut pas dire que ce sont des liens faibles sur le plan émotionnel, c'est des liens peut-être très intenses, peut-être beaucoup plus intenses
que les autres, mais qui ne durent pas. Et ça, c'est la réalité de notre vie d'êtres humains. C'est que nous passons notre vie en créant des liens d'amitié, d'amour, de collaboration, coopération, etc., qui sont ensuite remplacés, s'affaiblissent, disparaissent et sont remplacés par d'autres. N'importe qui peut regarder sa propre vie et se rappeler que son meilleur copain d'il y a 10 ans, il ne le voit plus depuis des années, que la personne qu'il adorait il y a 15 ans, il ne s'en rappelle même plus, etc., qu'il a depuis créé d'autres liens d'amitié, d'amour, de collaboration, d'entente, de sympathie, etc., avec d'autres êtres humains. C'est ça le lien faible. Qu'est-ce que c'est que le lien faible? C'est génial, c'est un lien jetable. Et mais non seulement jetable, mais qu'on peut reformer. C'est comme le rasoir jetable. Vous le jetez, mais vous pouvez racheter une dizaine pour pas cher, vous voyez. Donc ça permet de remplacer sans arrêt les liens humains entre personnes, et d'en créer de nouveaux, et d'oublier ou de supprimer ceux qui ne servent plus. Vous voyez. C'est fantastique, hein, c'est un progrès formidable. Ceux qui m'ont mis sur cette piste, c'est Mariansky et Turner. C'est un couple de sociologues frottés de primatologie et qui disaient, voilà, les liens, l'être humain est très peu structuré au niveau du groupe parce qu'il est comme les primates, comme les grands singes. En comparaison, alors, éthologiquement, je ne sais pas si c'est toujours très exact, mais enfin, voilà ce qu'il disait. Il disait pas les cercopithèques, les singes de l'ancien monde, les babouins par exemple, ont des groupes fondés sur des matrilignes, c'est très matrilinéaire, et semi-matriarcal, c'est-à-dire que les femelles jouent un rôle très important parce que les femelles restent dans le groupe, la philopatrie féminine, femelle, dominent et les mâles s'exportent. Donc ces groupes de femelles sont des groupes biologiques très fortement liés entre eux, les membres de ces groupes de filiation femelle, et donc après sont très contraints par cette relation biologique. Je dis, chez les grands singes, c'est pas du tout comme ça. D'abord, c'est la philopatrie mâle qui domine, les mâles restent ensemble, les femelles quittent le groupe à l'adolescence. Mais voilà, les chimpanzés notamment n'arrivent pas vraiment à créer des familles. Ils créent des communautés, et à l'intérieur de ces communautés, les mâles se disputent constamment pour avoir la première place, et les femelles se débrouillent pour essayer de survivre aux mâles, qui les battent et les violent systématiquement. Et mangent leurs enfants en plus. Donc, voilà. Donc, il y a cette différence qui être les gens qui ont des liens, disons, qui sont remplaçables, ont une capacité beaucoup plus grande à créer des réseaux et des associations au niveau de l'espèce, et non pas simplement au niveau du groupe. Alors on peut imaginer, n'est-ce pas, un homme du paléolithique qui marchait tout seul avec sa famille et qui va rencontrer un établissement, un autre groupe, et il est possible que s'il connaît les signes, les codes qu'il faut, créer de nouveau une entente quasi familiale avec cet autre groupe. La famille humaine, elle est comme ça. La famille humaine est extrêmement labile. La famille humaine peut incorporer des individus qui ne sont pas biologiquement reliés au couple fondateur, disons comme chez les loups. Et donc, c'est cette capacité, n'est-ce pas, à recréer du lien qui est émotionnellement fort, hein, souvent, et qui permet malgré tout la coopération, une coopération stable sur une certaine période de temps. Quand je dis que ces liens sont faibles, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Ça ne veut pas dire qu'ils durent que 5 minutes. L'amour, on dit, dure 2 ans. Les optimistes disent ça. Hein.
Pas en 2 ans, on peut faire des enfants, commencer à les élever. Donc, après, il y a le mariage qui intervient. Mais, voilà. Donc, des groupes humains qui ont des liens faibles. Alors, comment si le lien est faible, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, n'est pas n'importe quel lien faible, vous devez le doubler, le tripler, pour le rendre plus fort. C'est-à-dire que vous devez activer ce lien faible par des interactions constantes et répétées en tout cas. Si vous laissez ce lien inactif, il disparaît. Et dans ma propre vie, j'ai plein d'exemples de ça. J'ai des amis, tout à coup on se téléphone plus, on s'écrit plus, on se voit plus. Entre guillemets, on se perd de vue. On se perd de vue, vous voyez. C'est bien l'expression. Il faut se voir. Il faut activer les liens pour que ces liens permettent quoi? Ce qui est fondamental dans tout groupe humain, bien entendu, la coopération. Et la coopération, pourquoi? Dans notre évolution, pour reproduire l'espèce, c'est-à-dire élever des enfants, et pour se nourrir et se protéger. Voilà. Donc on a besoin de coopérer, et on va coopérer avec des liens faibles. Et pour que ces liens faibles deviennent moins faibles, pas nécessairement éternels, mais durent tout de même un certain temps, et permettent une coopération efficace, il faut les activer. Et comment est-ce qu'on les active? On les active par la rigolade. Alors ça, évidemment, c'est très difficile à admettre. Nos sociologues s'alignent, s'y arrivent bien, sur des misérabilistes, la vie est une vallée de larmes, notre destinée post-édénique est vouée au malheur constant, etc., etc. Donc, si on veut être sérieux, un sociologue sérieux, on peut penser que la société est fondée sur quelque chose de très sérieux, plutôt triste, plutôt morose, plutôt sévère. Voilà, ça c'est du social. Mais du social rigolo, non, ça ne peut pas exister, c'est pas sérieux, justement. Eh bien, c'est ce que Johanna Overing et tous ces gens-là ont découvert aussi, c'est que finalement, le social, la communauté chez les anarcho-grégaires, elle est fondée sur beaucoup de complicité rigolade. Alors, dans ce domaine, les Palawans sont très forts, ils n'arrêtent pas de rigoler. Et une des choses qui les fait rigoler le plus, alors ils pètent beaucoup. Donc l'anthropologie du paix est très importante, parce que dans les sociétés hiérarchisées, le paix est sanctionné. Chez les Arabes, enfin chez les musulmans, c'est pas pété. Tandis que les gens, ils appellent ça le rire du cul. Ils appellent ça le rire du cul. Et ils pètent joyeusement, ils se rigolent. Bon. Ce qui prouve, il faudrait parler de Bakhtin, il faudrait parler du grotesque, etc. C'est l'inversion, justement. On retrouve les grands thèmes de l'histoire de l'anthropologie, là. Mais ils ne rigolent pas uniquement à cause de ça, ils rigolent parce qu'ils font des plaisanteries graveleuses tout le temps, mais alors vraiment graveleuses. J'étais avec un collaborateur, un ami, qui était cinéaste, vidéaste, et qui a fait très beau 3 films. Il s'appelle Pierre Bonconfuso, il a fait 3 films sur les Palawans, le groupe Palawan. Et on filmait un jour dans un marché. Et donc on filmait les gens là, c'est des petits marchés locaux, il y a des petites échoppes, les gens achètent des cigarettes, des bonbons, du sucre, voilà. Et il y avait un ancien qui se pointe là, c'était un type qui était un chaman respecté. Et un juge de droit coutumier, c'était le fils du grand chaman Tuking, dont j'ai évoqué la figure au début, n'est-ce pas? Donc un homme vraiment important dans le groupe. Alors il débarque et il commence à faire des plaisanteries du type mais il y a l'odeur de fille ici, il y a une odeur de fille ici. Oh mais c'est elle qui... il utilise des termes très crus. Et la jeune fille qu'il désignait était sa petite fille. Oh, mais je vais commettre l'inceste, mais tout de suite, etc. Et tout le monde se roulait par terre derrière. Puis ça a continué.
pire encore, des plaisanteries vraiment du hard, quoi. Et tout le monde se marrait, évidemment. Les enfants, les femmes, tout le monde riait, il n'y a aucun interdit là. Voilà, donc c'est un rapport, si vous voulez, très curieux qu'ils ont à l'obscène. Et alors, d'une part, ce rapport à l'obscène ne peut pas être compris par un public occidental qui va considérer ces gens comme totalement dépravés. Alors, j'ai dû faire des traductions un petit peu, un peu travaillées, quoi, un peu maquillées là, de la chose, hein, pour ne pas choquer les gens. Et c'est quelque chose qui est absolument incompris par les ethnologues. Parce que quand ils voient de l'obscène, des phallus ou autre, c'est la fertilité. C'est un rite de fertilité, etc. Mais pas du tout. Il n'y a rien qui rappelle la fertilité là-dedans. Hein, c'est simplement de la plaisanterie obscène qui les fait rire. Voilà. Donc là aussi, il y a une nécessité de l'ethnologie tout à fait remarquable. Et un des grands ethnologues qui a travaillé aux Philippines a un article dans lequel il dit que des vieilles dames de son groupe faisaient des plaisanteries obscènes. Mais c'est le seul moment. Et je l'ai rencontré avant sa mort, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps. C'est un homme qui nous a beaucoup appris, beaucoup influencé, mais qui était assez puritain à sa façon tout de même. Malgré ses grandes qualités d'ethnographe, c'était Harold Conklin. Et on le connaissait bien parce qu'il nous avait emmené d'ailleurs, ma femme et moi, en avion, faire un tour de chez les Hanono, dans le sud, et on avait après survolé les Alangan dont je parlais au départ. J'avais vu les maisons où j'étais. Donc c'était vraiment un ami et c'était un type remarquable. Alors il fait cette remarque. Et c'était un triple A à San Francisco, je l'ai rencontré pour la dernière fois, avant sa mort. Et je lui dis, mais attends, tu dis là, dans cet article, qu'il y a des vieilles dames qui font des plaisanteries obscènes. Est-ce que ça arrivait souvent? Il me dit, mais tout le temps, ça s'arrête pas. Et pourtant, je vous assure, vous pouvez toute l'ethnographie publiée, en tout cas par Hal Conklin, et vous n'en avez pas. Parce que, n'est-ce pas, on ne peut pas faire l'anthropologie de la flatulence ou de la plaisanterie grévoise, parce qu'il y a une pudibonderie encore extrêmement forte dans notre domaine et qui est parfaitement antiscientifique. Oui. Bref, je reviens donc à cela. Et donc, une des preuves enfin, des indices en tout cas de l'importance de la plaisanterie, la complicité amusée pour la cohésion sociale, c'est un vrai ciment, c'est que j'avais enregistré toute une longue discussion de mariage. Les gens de la montagne sont des gens qui sont des litigateurs, qui discutent pendant des heures et des heures, etc. Et la pièce centrale d'un mariage, c'est la discussion dans laquelle se font face les représentants de la fiancée et les représentants du fiancé. Alors ils discutent pendant des heures et des heures. Et ça dure toute la nuit, hein, c'est bon. Et en fait, ils discutent, mais l'information qui passe est zéro. C'est-à-dire qu'ils décident rien du tout, en fait, pendant tout les... Moi, je pensais, évidemment, prestation de mariage, il y en a une, ils vont discuter, ils vont marchander, ils vont dire, voilà, ben, vous vous rendrez compte, notre fille, elle est, voilà, c'est notre seule fille, ou elle est très accomplie, bon, ce que vous nous offrez, c'est pas assez, etc. Rien, c'est exactement le contraire qui se passe. Et les représentants de la jeune fille, mais ça se passe, c'est toujours matrilocal, donc tout ça se passe chez les parents de la fille, la fiancée. Ils disent, mais vous êtes qui? Là, vous venez pour faire quoi? On ne vous connaît pas, etc., etc. Et alors ils ont dit, non, non, on vient en ami, on vient discuter. Alors, mais vous voulez discuter de quoi? Moi, je ne sais pas de quoi vous voulez discuter. Vous voulez aller ailleurs? Ils disent, non, 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 on vient ici parce on parle d'un petit poulet, on voudrait parler d'abord. Il n'y a pas de poulet ici, n'est-ce pas?
toutes nos basses-cours sont vides, on a mangé nos poulets, puis ont été bouffés par les buses, par les faucons. Donc pas de poulet ici. Mais non, c'est pas vraiment un poulet, c'est plutôt une jeune fille. Oh, on va parler d'une jeune fille, mais de quelle jeune fille, etc., etc. Donc ils font semblant de ne pas se comprendre. Mais tout ça, c'est de la blague, hein, bien sûr. Et finalement, ils disent, ben voilà, c'est telle jeune fille. Oh, ben, qui est là, tout le monde le sait. Ah, ils disent, mais ben, on est navré, mais on ne peut pas vous la donner en mariage. Elle est stupide, elle est paresseuse, elle ne sait rien faire. Non, ce serait scandaleux qu'on vous laisse épouser une fille pareille, c'est terrible. Etc., etc., etc. Et alors les autres répliquent, mais pas du tout, le jeune homme l'aime de tout son cœur, il ne veut qu'une seule chose, c'est de l'épouser. Bon. Donc finalement, après, puis se mettre finalement d'accord sur des termes qui sont plus ou moins convenus d'avance, parce que les prestations de mariage sont déjà plus ou moins normées, enfin, fixées, les quantités données, etc., sont fixées, ce sont des gongs, c'est-à-dire des biens de prestige, enfin des biens de patrimoine, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment utiles, et puis du riz et de quoi manger pour faire une grande fête, un grand festin, alors un cochon, une vache, etc. Et maintenant, des pesos, et autrefois c'était des assiettes qui servaient de monnaie, en quelque sorte, c'était des assiettes de porcelaine. Donc tout ça a été fixé en fonction de l'ordre de naissance de la jeune femme, a été rendu en cas de divorce, etc. Donc il n'y avait pas véritablement de négociation, mais il y avait une très longue palabre qui était une sorte de vaste canular verbal, vous voyez. Donc ça c'est très intéressant, ça démontre à quel point justement tout cela, cette convivialité, cette activation des liens faibles et cette production de la félicité de la communauté, de la félicité de la vie collective, sont importantes dans ce groupe humain. Et j'ai trouvé des choses très semblables en lisant sur les Inuits. Alors, je ne sais pas, vous êtes un spécialiste, mais moi, évidemment, je suis un ignorant, mais c'est tout de même extraordinairement proche, me semble-t-il. Donc voilà une pièce très très importante dans ce que j'ai essayé de faire pour conceptualiser alors, il y a d'autres aspects de la chose qui sont importants, ça ne se résume pas uniquement à ça, bien sûr. Il y a l'autre chose qui est le partage. Alors le partage, c'est aussi un de mes thèmes favoris, mais curieusement, j'ai beaucoup de mal à convaincre des collègues de la spécificité de ce concept, qui est confondu avec le don généreux. Et celui qui a introduit, alors c'est très intéressant, c'est un ethnologue anglais, britannique, enfin, qui a travaillé chez les Hadza, qui est Woodburn. Et Woodburn a écrit un article, il a dit « Le partage, ce n'est pas de la réciprocité ». Et à mon avis, il a fait faire un immense pas à l'anthropologie sociale en disant et en démontrant cela. Et c'est très intéressant parce que ça enseigne également comment les idées se développent dans une discipline comme l'anthropologie. Il y a peu de grands modèles en anthropologie. Il y en a 2 ou 3. À mon avis, les 2 plus importants, c'est la théorie du don, de la réciprocité de Mauss, et c'est les rites de passage de Van Gennep et Hertz. Voilà. Ça, c'est des applications universelles, c'est des modèles extraordinairement prégnants, qu'on trouve partout, qui permettent d'expliquer beaucoup de choses. Je ne veux pas parler des rites de passage, cette façon ternaire d'organiser le temps, etc. Mais le don. Alors, Mauss donc a fait une théorie du don qui est très forte, qui permet d'expliquer énormément de choses.
qui a été reprise, comme chacun sait, tous les gens qui font l'ethnologie connaissent l'article de Salins, par exemple, qui améliorait de façon très élégante ce modèle de Mauss. Donc c'est le modèle de la réciprocité fondé sur 3 temps, c'est comme le moteur à explosion. Hein. Je donne, l'autre accepte, il doit rendre. Je reçois, je dois accepter, je dois rendre. Voilà. Bon. Et comme c'est le moteur à explosion. Voilà, c'est très bien. Alors, il y a différentes modalités de cette réciprocité. Donc, et la question que posait Mauss, c'était, mais pourquoi ça marche comme ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette réciprocité qui fait que ça tourne comme ça, que le moteur tourne? Eh bien, c'est l'obligation de rendre, c'est-à-dire la dette. Bon. Alors, pour rendre les choses simples, disons que on a dit, bon, ce modèle, ça explique d'une façon générale les relations économiques et sociales, donc sociales. C'est le modèle de la réciprocité qui est fondé tout de même sur l'importance de la dette. Il y avait la théorie du haut, qu'avait exploré, hein, qui est une théorie que dans l'objet donné, une théorie Maury, je crois, qui est que dans l'objet donné, il y a un esprit qui veut revenir à la personne qui l'a donné. Bon, mais alors c'est ça, il y a une obligation qui est quelque part. Et cette obligation, en fait, c'est tout simplement l'obligation de rendre et l'obligation de se retrouver endetté, donc de devoir rendre. Hein, voilà. Et on a fait du partage une sorte de conditions limites, de cas limite plutôt, de cas limite de la réciprocité. C'était le don gratuit. C'est du don gratuit. Voilà. Du don, on n'avait pas besoin de rendre. Du don gratuit. Mais si on réfléchit au mot partage en français, sharing, en anglais c'est la même chose, ça a 2 sens tout à fait différents. Partager, c'est comme je l'ai fait tout à l'heure avec le gâteau, c'est-à-dire de partager en tranches, diviser. Partager, c'est diviser, on est d'accord. Mais partager, c'est aussi donner une partie de ce qu'on a à quelqu'un d'autre. Par exemple, partager son repas. Partager son repas, c'est de la réciprocité. C'est-à-dire, je donne ce qui m'appartient, mon repas, à quelqu'un qui vient le partager, à qui je donne cette partie du repas. Donc ça veut dire donner, et puis ça veut dire couper en tranches, c'est-à-dire diviser. Donc. Et le sens réel du partage, qu'a montré Woodburn, ça veut dire diviser, et pas donner. Alors, comment ça se passe? Et j'ai beau essayer de convaincre des collègues, comme par exemple on parlait de Jérôme Rousseau, ben, non, ils ne sont pas vraiment convaincus. Donc je vais essayer dans un tout petit moment de vous expliquer comment ça marche.